Au Burkina Faso, l'armée est de nouveau visée par une attaque. Au moins 7 soldats ont été tués dans une embuscade au nord. Le pays s'apprête à élire un nouveau président de la République. En Éthiopie, la population tente à sa manière de soutenir les soldats au combat dans la région du Tigré. Elle participe à une opération de don de sang à l'appel des autorités municipales. Et puis une avancée dans les pourparlers libyens. Les discussions de Tunis sont accouchées d'une feuille de route. Les acteurs veulent tourner la page des heures sombres du pays. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. 7 soldats burkinabés ont été tués et plusieurs blessés ou portés disparus. Cette attaque intervient dans une embuscade tendue donc dans le nord du pays, en pleine campagne pour l'élection présidentielle. A-t-on appris, c'était donc de sources sécuritaires. Les précisions. Une patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans des localités situées dans la province de Loudalan, frontière du Mali et du Niger, a déclaré une de ses sources de sécurité. Le bilan provisoire est de 7 militaires tués et des blessés, d'autres soldats étant portés disparus selon cette source. Une opération de ratissage est en cours pour traquer les assaillants et rechercher les éléments qui manquent à l'appel, a précisé une autre source de sécurité confirmant l'attaque. La dernière embuscade contre des soldats dans le nord du Burkina Faso, la zone du pays la plus touchée par les exactions djihadistes, remontait au 11 septembre. 4 militaires avaient été tués. Le Burkina Faso, miné par une spirale d'attaques djihadistes, depuis 5 ans, organise des élections présidentielles et législatives le 22 novembre prochain. Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à un second mandat, a lancé sa campagne la semaine passée en promettant de ramener la paix. Ses détracteurs lui reprochent d'avoir été incapable de faire face aux menaces djihadistes croissantes lors de son premier mandat. En raison des violences djihadistes touchant une grande partie du territoire, près de 1500 villages sur plus de 8000 dans 22 communes, sur plus de 300 ne participeront pas au scrutin. En septembre, les députés ont adopté une loi permettant de valider les résultats des élections, même si elles ne se déroulent pas sur l'ensemble du territoire. Au Mali, les autorités de transition installées après le putsch du 18 août dernier font face à une contestation grandissante. Un acteur majeur de la crise politique se braque à son tour contre l'emprise jugée excessive des militaires. Le mouvement dit du 5 juin a dénoncé dans un communiqué publié mercredi soir l'ascendant des militaires sur la transition sous un habillage civil. Il a appelé à entrer en résistance. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques est une coalition de partis et d'organisations de la société civile qui a mené la mobilisation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, canalisant les aspirations des Maliens face aux violences djihadistes et intercommunautaires, au marasme économique ou encore la délinquance et la corruption de l'État. Ce sont finalement les militaires qui ont renversé Keïta le 18 août. Ils se sont engagés à rendre le pouvoir à des civils élus au bout de 18 mois et ont installé entre fin septembre et début octobre un président et un gouvernement de transition. Ils viennent de s'attaquer à la mise en place du dernier organe législatif de cette transition. C'est cet organe, appelé Conseil national de transition, qui suscite la grogne du M5 et d'autres contre les militaires dont le coup de force d'août avait été accueilli favorablement par de nombreux Maliens. Le M5 RFP a perdu de sa force d'action dans la transition, mais sa voix compte toujours. Le parti du chef de l'opposition sous le régime déchu, Soumaïla Cissé, en fait partie. Les conditions de création du CNT ont fait tomber les masques et dévoilé la nature purement militaire de la transition avec un habillage civil qui ne trompe plus personne, dit le M5. Les décrets publiés cette semaine et fixant les modalités de création du Conseil y octroient 8 représentants au M5 sur 121.
Les forces de défense et de sécurité disposent d'un 5e des sièges avec 22 représentants. Les décrets sont purement et simplement inacceptables, dit le M5 qui refuse de participer au CNT. Des centaines d'Éthiopiens se sont rassemblés dans un stade de la capitale Addis Abeba à l'appel des autorités municipales afin de donner de leur sang pour les soldats au combat depuis une semaine dans la région dissidente du Tigré. Des centaines de personnes sont donc mortes et des milliers ont fui le pays depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, a donc envoyé des troupes au Tigré. Les détails. Le don de sang a été organisé par la municipalité d'Addis qui a annulé une manifestation initialement prévue en soutien à l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre Abiy Ahmed contre le Front de libération des peuples du Tigré, TPLF, qui dirige cette région du nord du pays. Le but de ce don de sang est de montrer notre respect pour notre armée, a expliqué tout en donnant son sang elle-même la maire de la capitale éthiopienne, Adanesh Abebe. Elle a affirmé que la population éthiopienne, une mosaïque ethnique, faisait front uni contre le TPLF, parti qui représente la minorité tigréenne, 6% des plus de 100 millions d'Éthiopiens. Abiy Ahmed a assuré jeudi sur Facebook que les forces fédérales avaient libéré le Tigré occidental, une des zones administratives du Tigré. Notre force de défense est le porte-drapeau et le gardien de notre nation. Je suis si fier que notre peuple soit venu ici en masse pour donner son sang à nos militaires. Je crois que cela montre notre unité. Le blackout sur les communications dans la région et les restrictions au déplacement des journalistes rendent impossible de vérifier cette assertion de sources indépendantes dans l'immédiat. Le TPLF n'a pas réagi dans l'immédiat aux diverses affirmations du Premier ministre. Dans un rapport publié mercredi, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a averti que la nourriture, les médicaments et autres approvisionnements d'urgence n'ont aucun moyen d'arriver dans la région pour le moment et s'est dit de plus en plus inquiet pour la protection des civils au Tigré. Le Ghana est frappé par un deuil. Jerry John Rawlings, qui a donc dirigé le pays pendant près de 20 ans et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine, est décédé à l'âge de 73 ans. Les drapeaux seront donc mis en berne dans tout le pays pour un deuil national qui débutera ce vendredi et durera 7 jours. Pendant près de 20 ans, il aura dirigé le Ghana et était devenu l'une des figures les plus charismatiques de l'Afrique contemporaine. À 73 ans, l'ancien président Jerry John Rawlings est décédé, a annoncé jeudi la présidence ghanéenne. L'actuel président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a affirmé dans un communiqué que Rawlings était décédé jeudi matin dans un hôpital de la capitale Accra à la suite d'une courte maladie. Né le 22 juin 1947 à Accra d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entre en 1967 à l'académie militaire qu'il quitte un an plus tard pour entrer dans l'armée de l'air où il excelle comme pilote. Il a d'abord été connu pour son image de jeune révolutionnaire intègre s'emparant du pouvoir à 2 reprises, à 32 puis à 34 ans, alliant un physique à la Che Guevara, à un discours national populiste et une filiation politique progressiste. À partir de 1981, il devient chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme avant de devoir céder au début des années 90 à la vague du multipartisme. Mais jouissant d'une réelle aura, il est élu fin 1992 président de la 4e République du Ghana avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique terni par des accusations de fraude. Il est réélu en 1996 dès le premier tour dans une élection considérée comme transparente. Après 19 ans et 7 mois au pouvoir, il quitte la tête de l'ancienne colonie britannique en 2000 avec l'élection de John Kufuor, candidat du parti d'opposition à l'époque. Il tire sa révérence à un moment où le Ghana a encore besoin de lui. Hanan al-Barassi, avocate et une des figures de la cause des femmes et de la lutte contre la corruption en Libye, a été abattue de 30 balles tirées à bout portant. Son meurtre a donc lieu en pleine rue de Bouakrine, l'une des plus grandes artères commerciales de Benghazi.
Hanan al-Barassi avait toujours refusé de se taire devant les crimes, leurs auteurs et la logique des bandes armées malgré les menaces de mort que ces dernières lui avaient adressées à plusieurs reprises. La veille de sa mort, elle dénonçait dans une vidéo la corruption de Saddam Khalifa Haftar, fils du maréchal et officier dans son armée. Elle avait promis d'ailleurs de donner prochainement plus de détails. Son meurtre provoque une grande émotion dans le pays. Amnesty International a dénoncé l'assassinat de celle qui a critiqué la corruption de plusieurs individus affiliés aux groupes armés dans l'Est de la Libye. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a aussi condamné l'assassinat de l'avocate libyenne, appelant les autorités à agir pour mettre fin à l'impunité. L'ONG Human Rights Watch a exhorté ce mercredi les autorités libyennes à enquêter rapidement sur l'assassinat de l'avocate. Le maréchal Khalifa Haftar a de son côté condamné avec la plus grande fermeté cette attaque. Ce meurtre brutal ressemble à une exécution de sang-froid, a dénoncé Hanan Salah, chercheuse à Human Rights Watch pour la Libye, citée dans le communiqué. Les groupes armés à Benghazi semblent penser qu'ils sont invincibles. Les autorités doivent leur prouver qu'elles ont tort, a-t-elle estimé. L'ONU a annoncé que les participants libyens au dialogue politique en cours à Tunis étaient parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant donc des élections crédibles dans un délai de 18 mois après une série d'avancées diplomatiques récentes. 115 représentants libyens sont réunis depuis lundi et ce pour une semaine à Tunis, sous l'égide de l'ONU dans l'objectif de sortir la Libye des conflits dans laquelle elle a sombré après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Ce dialogue politique vise à mettre sur pied un exécutif unifié, mettant fin à la division de la Libye entre deux principaux camps, celui de l'Ouest, le gouvernement d'union nationale reconnu par les Nations Unies et basé à Tripoli, et celui de l'Est, incarné par le maréchal Khalifa Haftar, qui dispose du soutien d'un parlement élu et de son président, Aguila Saleh. Après 3 jours de discussion, ils sont parvenus à un accord préliminaire sur les élections. Aujourd'hui, les participants au forum de dialogue politique libyen sont parvenus à un accord préliminaire sur une feuille de route pour mettre fin à la période de transition et organiser des élections parlementaires et présidentielles libres, équitables, inclusives et crédibles. Les participants ont décrit des étapes claires pour atteindre ces élections, y compris un accord sur une base constitutionnelle. Selon le processus qu'ils ont décrit, les élections auront lieu dans pas plus de 18 mois. Selon l'émissaire de l'ONU, ce forum de dialogue de Tunis est la meilleure occasion pour mettre fin aux divisions. Plusieurs organisations ont critiqué la composition du forum, estimant que certaines forces politiques ou militaires n'y étaient pas assez représentées. Toutes les initiatives diplomatiques des dernières années ont échoué à résoudre ce conflit qui a vu l'implication croissante de puissances étrangères. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.